gens ont bien suivi la première partie avant de commencer C'est juste une seule question qui va être décisive quand même. Est-ce que quelqu'un se souvient de la façon dont, au XIXe siècle, dans les classes populaires, on appelait la gauche et la droite? On ne disait pas gauche et droite au XIXe siècle. Vous vous rappelez, on disait ça au Parlement. Mais dans la population, on employait des images, des couleurs. Oh là là. Des couleurs. Et les jaunes? Oui, les rouges et les autres, la droite, les blancs, les rouges et les blancs. Voilà. Alors c'est pour ça que j'ai une écharpe blanche aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous montrer mon impartialité. Donc la dernière fois j'ai pris une écharpe rouge. Aujourd'hui j'ai mis une écharpe blanche. Voilà. Je ne vais pas la garder parce que je vais avoir trop chaud, mais c'était pour faire ce petit rappel. Alors, un petit rappel qu'on va voir avec la dernière partie que j'ai présentée la dernière fois. Voilà, c'est le moment républicain. Et donc, avant de commencer mon propos, on va faire un petit bilan, c'est-à-dire on va voir quelle est la situation de la gauche en 1914, au début du XXe siècle. Vous vous rappelez peut-être qu'au XIXe siècle, la gauche, en gros, c'est les républicains, et la droite, c'est les monarchistes. Mais en 1914, c'est pratiquement fini. La gauche ne s'identifie plus tout à fait à la République parce que, désormais, il y a une droite républicaine. Droite républicaine qui est composée, d'une part, de l'ancienne gauche libérale, vous vous rappelez, les opportunistes, qui finalement se retrouvent, ont été déportés vers la droite. Il y a dans la politique française, il y a cette histoire qui fait qu'il y a un nouvel élément qui apparaît sur la gauche et qui déporte vers la droite tous les éléments qui existaient précédemment. Donc les républicains opportunistes, c'est-à-dire les fidèles de Gambetta, de Jules Ferry, etc., eh bien, leurs successeurs, ils se retrouvent maintenant à droite de l'échiquier politique. Et puis en plus, il y a les catholiques, une partie des catholiques qui se sont ralliés à la République, je vous avais expliqué la dernière fois, sous l'influence du pape Léon XIII. Et donc ces catholiques sont devenus républicains alors qu'ils avaient été des fidèles de la monarchie pendant très longtemps. Donc il y a une droite républicaine, alors du coup la gauche ne peut pas s'identifier uniquement à ce côté républicain. Alors il y a deux gauches, comme il y avait déjà pendant tout le XIXe siècle et le XXe siècle, et encore aujourd'hui. Enfin on verra qu'aujourd'hui la situation est un peu plus confuse, mais dans notre histoire il y a deux gauches. Une gauche modérée, foncièrement libérale, en même temps que patriote, c'est important aussi. On a vu la dernière fois que la question de la nation se pose. Est-ce que le nationalisme ou le patriotisme est une notion de gauche ou de droite? Bon, ça a été pendant longtemps exclusif de la gauche. Et puis, à partir du début du XXe siècle, il y a une droite farouchement patriote, voire nationaliste. Donc cette gauche modérée, elle est libérale, elle est patriote, et elle est apte au compromis avec la droite quand il s'avère nécessaire. Alors, en gros, c'est le parti radical. Au début du XIXe siècle, cette gauche modérée, c'est le parti radical et radical-socialiste, qui est représentatif des classes moyennes. Pour simplifier, évidemment, parce que la sociologie politique, c'est toujours très compliqué. C'est pas parce qu'on est ouvrier qu'on vote à gauche, et c'est pas parce qu'on est patron qu'on vote à droite. Mais quand même, les grands nombres sont là. On peut dire que les radicaux sont les représentants des classes moyennes, tandis que la droite libérale est beaucoup plus la représentante de la bourgeoisie. Et puis il y a une gauche révolutionnaire, plus ou moins extrémiste, qui, elle, n'est pas a priori patriote. Elle est internationaliste par principe. Vous vous rappelez, ça nous vient de Karl Marx. Les prolétaires n'ont pas de patrie. Donc si on est marxiste, on n'a pas de raison d'être patriote, même si les choses sont évidemment un peu plus compliquées. Cette gauche révolutionnaire, elle se veut le parti de la classe ouvrière.
eh bien c'est le Parti socialiste, donc, qu'on appelle plus couramment à ce moment-là la SFIO. Hein, la SFIO, c'est-à-dire la section française de l'Internationale ouvrière. Je vous rappelle que Marx avait créé en 1864 la première internationale, hein, qui s'est éteinte rapidement dans les années 70, après la Commune de Paris. Et puis son compagnon Engels a créé en 1889 la deuxième internationale, qui s'appelle Internationale ouvrière ou Internationale socialiste, indifféremment. Et donc chacun des partis socialistes considère qu'il est une partie de l'internationale. Donc le Parti socialiste français est une partie de l'internationale ouvrière, comme le SPD, le Parti social-démocrate allemand, qui est le plus puissant d'ailleurs de l'internationale, ou le Parti socialiste italien, ou le PSOE, le Parti socialiste ouvrier espagnol, hein, qui existe toujours, ou encore le Parti travailliste, qui est, même s'il n'emporte pas le nom, un parti en principe socialiste. Voilà, donc c'est l'international et le Parti socialiste en fait partie. Voilà ces deux gauches. Alors, elles sont très différentes, hein, évidemment, hein, on l'a vu tout au long de la première conférence. Elles ont quand même un point commun, c'est qu'elles considèrent, toutes les deux, que leur action politique va dans le sens de l'histoire. Hein, et on va retrouver cette notion que j'ai développée la dernière fois. C'est ça, la gauche. Hein, c'est ceux qui pensent que leur action est dans le bon sens, dans le sens de l'histoire. Eh bien, la Grande Guerre, je ne vais pas m'étendre, hein, bien sûr, ni sur la Première, ni sur la Deuxième Guerre mondiale, hein, ça c'est trop long, mais la Grande Guerre va creuser entre ces deux gauches un fossé pratiquement irrémédiable. Hein. Et donc, cette nouvelle partie, hein, qu'on va voir maintenant. Alors pourquoi le fossé s'est-il creusé? Parce qu'en 1914, lorsque la guerre est déclarée, le Parti socialiste français, la CGT et l'Internationale dans son ensemble font faillite. Il faut savoir que à chacun de ces congrès, l'Internationale ouvrière avait annoncé qu'elle s'opposerait à la guerre par tous les moyens. Parce que la guerre, c'est pas une surprise, hein, en 1914. Ça fait des années qu'on s'y attend. Depuis 1905, il y a des conflits, en particulier franco-allemands, mais pas seulement, hein, entre la Russie et l'Autriche, etc. Donc, la guerre menace. Et l'Internationale ouvrière a prévenu que la guerre, on ferait tout pour l'empêcher d'éclater. C'était en particulier le rôle de Jaurès, hein, qui a été assassiné justement la veille de la guerre. Et la CGT, quant à elle, se targuait vraiment d'empêcher la guerre par la grève générale. Le jour où la guerre sera déclarée, toute la classe ouvrière française sera en grève. Eh bien, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand la guerre a été déclarée, le gouvernement avait très peur parce qu'on avait prévu une liste de tous les militants socialistes et cégétistes à arrêter en cas de déclaration de guerre, pour empêcher justement qu'ils fassent des actions contre la guerre. Bon, on n'a pas eu besoin de les arrêter. Il n'y a pas eu la moindre grève, il n'y a pas eu la moindre protestation. Le Parti socialiste s'est rallié à ce qu'on a appelé l'Union sacrée, c'est-à-dire tous unis contre l'Allemagne. Et donc ça a été une faillite brutale, inattendue, hein, qui est d'ailleurs très difficile à expliquer. Hein. Bon, peut-être on en parlera tout à l'heure. En tout cas, on peut dire que ça ressemble à une trahison des idéaux socialistes. Et cette trahison, à quoi va s'ajouter le traumatisme terrible, hein, de la Grande Guerre, va engendrer au sein de la gauche ce grand schisme. Hein. Vous avez déjà compris sans doute que c'est le schisme entre le socialisme et le communisme. Alors en effet, la révolution russe a permis de raviver la mystique révolutionnaire qui était celle du socialisme. Et pour une raison très simple, c'est que parmi tous les partis ouvriers de la Deuxième Internationale, il y en a un qui ne s'est pas rallié à l'Union sacrée. C'est le parti russe. Ou plus exactement, dans le parti russe, il y a eu deux tendances.
une tendance majoritaire, on appelle les bolcheviks. Hein, bolchoï en russe, ça veut dire grand. Bolchistvo, c'est la majorité. Les bolcheviks, c'est les partisans de la majorité. Donc la majorité du Parti socialiste, qui s'appelait Parti ouvrier social-démocrate de Russie, a refusé l'union sacrée. Et Lénine s'est opposé par la guerre. Bien sûr, tous les militants bolcheviks sont rentrés dans la clandestinité et ont attendu qu'une occasion se présente pour arrêter la guerre. Donc, on ne revient pas non plus, bien sûr, sur la révolution russe, mais du coup, cette révolution russe, elle acquiert un grand prestige auprès de tous les soldats, tous ces soldats démobilisés qui sont écœurés, démoralisés, dégoûtés par cette boucherie qui a été la guerre. Eh bien, pour tout cela, il y a un endroit où la guerre a été combattue, c'est la Russie. Donc forcément, c'est la grande lumière qui se lève à l'Est, hein, comme on a pu dire à l'époque. L'espoir est à l'Est, en 1918, 1919, 1920. Et alors tous ces jeunes soldats, alors attention, hein, j'ai l'air de généraliser, beaucoup de soldats rentrés du front ne sont pas devenus des partisans de la révolution russe. Beaucoup, au contraire, ont pensé ont eu une option nationaliste. Hein, les associations d'anciens combattants, il y en a de deux sortes. Les associations d'anciens combattants républicains, qui eux sont de gauche, et puis les autres qui, au contraire, militent pour un nationalisme français exacerbé. Mais en tout cas, beaucoup de ces jeunes soldats ont adhéré à ce moment-là à la SFIO. Et ce sont eux qui vont faire basculer la SFIO du côté de la révolution russe. Et c'est le fameux congrès de Tours, dont je présente une image. Hein. C'est le congrès de la SFIO qui a lieu en décembre 1920, avec les devises marxistes, hein, justement. Hein. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, ou bien l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Alors c'est des discussions très très importantes hein, au sein de la SFIO, parce que Lénine vient de créer une troisième internationale. Devant la faillite de la deuxième internationale, il crée l'internationale communiste. Hein. En russe, l'abréviation donne Comintern, on le revoit peut-être, oui, bon, voilà, le Comintern, hein, c'est la troisième internationale ou l'internationale communiste. Et il envoie un peu partout en Europe des délégués pour convaincre les partis socialistes d'adhérer à la troisième internationale. Les conditions d'adhésion sont très dures, il y met 21 conditions. Si les socialistes adhèrent à l'internationale, il faudra qu'ils passent sous les fourches codines du léninisme. Hein. Et donc ça crée un grand débat au sein du Parti socialiste qui se divise. La majorité a tendance à pencher en direction de la troisième internationale. Et puis il y a un moment très, très émouvant, hein, un événement qui se produit pendant le congrès. Tout à coup, on voit apparaître dans le congrès par une porte dérobée une femme que tout le monde connaît, une Allemande, Clara Zetkin, qui est une militante extraordinaire. Elle a créé l'Internationale socialiste des femmes, c'est une féministe socialiste, et le Comintern l'a envoyée à Paris pour essayer de convaincre la SFIO d'adhérer à la troisième internationale. Alors bien sûr, elle n'a pas eu de visa, on ne l'a pas autorisée à rentrer sur le territoire français, elle est rentrée clandestinement, et on ne l'attendait plus lorsqu'elle est apparue devant le Congrès, et alors peut-être qu'on peut dire que c'est un moment où elle emporte l'enthousiasme et la décision, et la SFIO va adhérer à la troisième internationale, et donc se transformer en SFIC, Parti communiste, section française de l'internationale communiste. Mais la minorité de la SFIO refuse et fait scission. Cette minorité, elle est animée par des gens comme Léon Blum, lui surtout d'ailleurs, Albert Thomas, Marcel Saint-Bas, c'est tous des gens qui ont été ministres pendant la guerre. Jules Guesde, c'est inattendu, hein. Parce que Jules Guesde, c'était le marxiste par excellence. Ben lui, non, il ne veut pas devenir communiste.
il veut rester socialiste. Donc il y a une scission. La SFIO est reconstituée par Léon Blum et quelques autres, et le reste devient le Parti communiste. Seulement, la CGT aussi se retrouve dans la même situation. Est-ce que la CGT va rester réformiste, comme on disait, ou est-ce qu'elle va être révolutionnaire? Il y a une scission, là aussi. La CGT se casse en deux, et les révolutionnaires vont créer la CGT-U, Confédération Générale du Travail Unitaire. Vous vous rappelez que la CGT était aux mains des anarchistes, des anarcho-syndicalistes. Mais maintenant que le communisme existe, l'anarchisme, il va passer à la trappe. Ce sont les communistes, en réalité, les militants communistes qui s'emparent de la CGT-U, et on peut dire que l'anarchie disparaît à ce moment-là du paysage politique, alors qu'elle avait joué un très grand rôle, vous en souvenez, au XIXe siècle. Mais ce parti communiste, qui semblait promis à un grand avenir, puisque la majorité des socialistes étaient devenus communistes, en réalité, il va s'étioler très rapidement, très rapidement, pour une raison très simple, c'est que l'internationale communiste lui impose une politique sectaire, d'un sectarisme terrible. Les frères ennemis socialistes, on ne les appelle plus les socialistes, on les appelle les social-traîtres, ou encore les social-fascistes, puisque c'est le début de l'apparition du fascisme. Enfin, le Parti communiste passe son temps à insulter les socialistes, et c'est une tactique qui va lui coûter très cher. Les effectifs du Parti communiste vont fondre comme neige au soleil en quelques années, et il n'aura pratiquement plus aucune influence sur la politique française pendant les années 20 et au début des années 30. Le Parti communiste considère que la gauche et la droite, ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune valeur. Ce n'est pas un critère, la gauche et la droite, parce que gauche comme droite font partie de la bourgeoisie. Donc pour les communistes, le critère, c'est pas gauche contre droite, c'est classe contre classe. Classe ouvrière contre bourgeoisie. Et donc, ils sont en décalage, en réalité, avec l'opinion publique. Parce que dans l'opinion publique française, désormais, les notions de gauche et de droite sont bien ancrées. Pour tous les Français, il y a vraiment une gauche. Et dire que la gauche est la même chose que la droite, ça passe pas. C'est pour ça que le Parti communiste est au bord de l'effondrement pendant les années 1920. Alors le Parti socialiste, lui, pendant ce temps, évidemment, il n'y a aucun accord avec le Parti communiste. Donc au moment des élections, il n'y a pas de désistement entre communistes et socialistes. Donc ça rend les choses difficiles. Les socialistes vont s'allier avec les radicaux, c'est pas nouveau, avec les mêmes ambiguïtés qu'avant la guerre, c'est-à-dire qu'on soutient le gouvernement radical, mais on ne participe pas. Il n'y a pas de ministre socialiste jusqu'en 1936, jusqu'au Front populaire. Donc il y a une alliance autour, qu'on appelle le cartel des gauches. Le cartel des gauches, donc en 1924, puis en 1932, c'est une alliance entre le Parti radical et le Parti socialiste. Et le leader du Parti radical, tout le monde le connaît, bien sûr, chez nous en tout cas, c'est le maire de Lyon, Édouard Herriot, et c'est lui qui va constituer le gouvernement. En 1924, il est à la tête du gouvernement, et puis plusieurs fois, à plusieurs reprises, il sera président du Conseil pendant pratiquement de longues périodes de l'entre-deux-guerres. Et quand il n'est pas président du Conseil, il est toujours ministre de quelque chose. Donc il remporte les élections, il forme le gouvernement. En 1932, de nouveau, le cartel des gauches remporte les élections, mais les divergences entre socialistes et radicaux sont telles que ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à constituer un gouvernement, et du coup les radicaux vont s'allier avec une partie de la droite. Et finalement, c'est la menace fasciste, en tout cas ce qui est présenté comme tel, qui va pousser de nouveau les radicaux vers la gauche. Il s'est produit le 6 février 1934 une grande émeute à Paris
organisés par les ligues, ce qu'on appelait les ligues, les groupes d'extrême droite, l'Action française, la Ligue des Patriotes, etc. Et c'était une manifestation très violente. Les ligueurs, les nationalistes voulaient s'emparer du Palais Bourbon. Ils ont essayé de traverser le pont de la Concorde, mais la police les en a empêchés. Cette émeute a fait 50 morts. Donc ça a eu un retentissement considérable, cette journée du 6 février 1934. Et du coup, ça a fait peur à tout le monde, ça a fait peur à la gauche. Ça a fait peur à tout le monde, aux communistes, aux socialistes, aux radicaux. Et du coup, les radicaux vont se rapprocher de nouveau du Parti socialiste, et c'est ce qui va créer le Front populaire. En 1935, un accord est signé entre les trois partis, radical, socialiste et communiste, pour créer un Front populaire. Voilà une... Attends, on va revenir d'abord sur celui-là. C'est une affiche électorale de droite, qui nous montre Édouard Herriot reconnaissable à sa pipe et à sa bedaine. Édouard Herriot avait constitué le gouvernement en 1924. Résultat, effondrement du franc. En 1932, ça recommence. Résultat, l'émeute du 6 février 1934. Donc la droite dit, attention, si vous votez encore pour eux, quel sera le résultat? Quelle nouvelle catastrophe nous attend? Une autre affiche électorale de la droite, sur le Front populaire. Voilà. Alors, on n'appelle pas le Front populaire, ici on l'appelle le nouveau cartel, parce qu'on avait pris l'habitude d'appeler ça le cartel des gauches. Notez bien que, même encore à ce moment-là, on ne dit pas la gauche, on dit les gauches. Alors, comment est-il présenté ce cartel? Eh bien, comme une escroquerie, parce que les radicaux, vous voyez à gauche, avec la tête d'Édouard Herriot, vont se faire manger par les socialistes. Et ensuite, les socialistes se feront manger par les communistes. Les trois personnages, donc c'est Édouard Herriot, Léon Blum au milieu, et Marcel Cachin à droite, qui dirigeait le Parti communiste à l'époque. Alors, c'est pas tout à fait faux quand on regarde le résultat des élections. Parce que les élections du mois de mai 1936, elles changent complètement la donne à l'intérieur de la gauche. Le Front populaire redistribue les cartes, car le grand vainqueur des élections, on pourrait dire, c'est le Parti communiste. C'est le Parti communiste qui avait seulement 8% des voix en 1932, et il passe, alors que le Parti socialiste en avait 20%, eh bien là il passe à 15%. Il double, pratiquement le nombre de ses voix, et il dépasse le Parti radical. Donc le Parti communiste, qui avait été en somme marginalisé, à partir de 1936, va devenir une force avec laquelle il va falloir compter, une force déterminante dans l'histoire de la gauche. À côté du Parti socialiste, donc, est devenu, au fil du temps, le parti des classes moyennes. Alors, les classes moyennes salariées, j'entends, autant les radicaux représentent les petits commerçants, les artisans, les paysans, autant le Parti socialiste représente les fonctionnaires, les postiers, les enseignants. Le Parti communiste, au contraire, c'est le parti ouvrier par excellence. Et c'est ce qui fait aussi sa force, évidemment. Et c'est un parti de militants, contrairement au Parti socialiste qui tend à devenir de plus en plus un parti de notables qui gère des municipalités tranquillement, tandis que le Parti communiste a une force militante et il va l'accroître tout au long des années qui vont suivre. Mais surtout, ce qui fait la force du Parti communiste, c'est qu'il exerce sur les mentalités de gauche une action symbolique. Le Parti communiste, c'est le parti du futur. Vous vous rappelez, je vous avais dit la dernière fois, la gauche, c'est le parti du futurisme et la droite, c'est le passéisme. Eh bien, si la gauche est le futur, on a l'impression, comme j'ai dit, le soleil se lève à l'est, on a l'impression que l'avenir est au communisme, parce qu'il représente l'idéal
d'une société sans classe, une société réconciliée avec elle-même, une société où tout le monde s'entend bien, annonciatrice d'un homme nouveau, hein, qui est celui de toutes les utopies. Il faut considérer, ça évidemment on peut bien le comprendre aujourd'hui, qu'à cette époque, la démocratie, pour beaucoup de gens, pose un problème. Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est le conflit permanent. Et c'est le conflit institutionnalisé. C'est ça la démocratie. On accepte que la société soit sans cesse en conflit, qu'on change de gouvernement, un coup de gauche, un coup de droite. Pour beaucoup de gens, à l'époque, c'est insupportable cette idée. Les gens rêvent de retrouver une unité du peuple. C'est peut-être un mythe, hein, mais on a l'impression que dans le passé, le peuple avait été uni et que maintenant il est déchiré, divisé par les luttes politiques. Bien, le communisme, c'est la promesse qu'il n'y aura plus de conflit. Il n'y aura plus de conflit. Si l'histoire a un sens, elle va vers son dénouement. Et quel est le dénouement de l'histoire? C'est une société heureuse et harmonieuse. Voilà ce que représente le communisme à gauche. Il représente la fin de l'histoire. L'histoire, c'est des conflits tout le temps. L'histoire des hommes, c'est tout le temps des conflits. Eh bien, un jour, ça s'arrêtera. Et enfin, on sera heureux, on s'entendra bien les uns et les autres. Donc, vous voyez la force de cet imaginaire autour du communisme qui est incompréhensible aujourd'hui, pratiquement. Hein. Plus personne n'a cette idée qu'un jour, la population sera réconciliée et qu'il y aura une bonne entente. De l'autre côté de la gauche, le Parti radical. Alors, le Parti radical, lui, c'est le vaincu, hein, le grand vaincu de cette histoire. Il a moins de voix que le Parti communiste, hein, et son déclin a commencé et semble irrémédiable. Il faut dire que dans l'entre-deux-guerres, les radicaux ont été de tous les gouvernements, tantôt de droite, tantôt de gauche, tantôt du centre. Alors, on ne sait pas très bien où ils sont. Et Édouard Herriot, il faut bien le dire, hein, qui a été adulé à Lyon, bien sûr, hein, n'a pas toujours été très populaire parce qu'il a toujours été la caution de gauche de gouvernement de droite. Par contre, il y a au sein du Parti radical une nouvelle génération qui apparaît dans les années 30 avec un homme qui s'appelle Édouard Daladier, voilà, Édouard Daladier, qui s'oppose à Édouard Herriot. On dit que c'est la guerre des deux Édouards. Deux professeurs d'ailleurs. On parlait à propos des radicaux de la République des professeurs à ce moment-là. Édouard Herriot, vous le savez, était professeur de lettres au lycée Ampère, à Lyon, et Édouard Daladier était professeur d'histoire-géographie. Je ne sais plus où, mais bon. En tout cas, il y a autour d'Édouard Daladier une nouvelle génération de jeunes radicaux qui sont des gens brillants, modernistes, tout à l'opposé de ce conservatisme tranquille que représentait Édouard Herriot. Vous avez par exemple Pierre Cotte, qui va être ministre de l'Aviation dans le gouvernement du Front populaire. Vous avez Jean Zay, ministre de l'Éducation nationale, un grand nom aussi dans l'histoire de l'Éducation nationale. Et Pierre Mendès France, hein, qui est à l'économie. Vous voyez, cette génération de jeunes radicaux, ils réorientent un peu, pour quelque temps en tout cas, le Parti radical vers la gauche. Enfin, le Parti socialiste, hein, le troisième larron de cette histoire, qui domine le gouvernement. Hein, Léon Blum est président du Conseil, dans la majorité parlementaire, c'est le Parti socialiste qui a le plus grand nombre de députés, mais ce parti est dans une situation un peu bizarre. Il est entré dans une sorte de schizophrénie qui ne le quittera plus. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'il est tiraillé entre une orthodoxie marxiste orthodoxe. Quand on écoute Léon Blum, on a l'impression que le Parti socialiste est un parti ultra-révolutionnaire, qui est pour la lutte des classes, qui va faire une société sans classe. Enfin, ils sont parfaitement orthodoxes sur ce plan-là, mais dans la pratique, pas du tout. Dans la pratique, ils sont plutôt en proie à un opportunisme, hein, qui ira de pire en pire et qui confinera de plus en plus à la compromission. Ce qui fait qu'on a chez les socialistes un grand écart entre la théorie et la pratique. En théorie, c'est vraiment un grand parti de gauche,
partie de la classe ouvrière, etc., dans la pratique. Léon Blum hésite sans arrêt dans sa politique entre faire plaisir à la bourgeoisie et satisfaire les revendications de la classe ouvrière. Et puis le grand problème, ça a été la guerre d'Espagne. Logiquement, c'est le Front populaire qui est au pouvoir en Espagne, Frente Popular. On devrait les aider contre le coup d'État franquiste. Alors, oui, Léon Blum va faire en sorte qu'on envoie des armes, des munitions, clandestinement. Mais officiellement, il présente une politique de non-intervention. Le Front populaire français n'interviendra pas dans la guerre d'Espagne. Pourquoi? Pour faire plaisir aux Anglais. Parce que les Anglais ont peur de rentrer en guerre avec l'Allemagne, ou avec l'Italie, avec Hitler et avec Mussolini. Alors pour éviter des problèmes, la doctrine officielle, c'est la non-intervention. On laisse les Espagnols se débrouiller entre eux, moyennant quoi, on connaît le résultat, ce fut la victoire du franquisme. Alors ça, c'est un motif de conflit très grand entre les socialistes et les communistes. Les communistes, eux, évidemment, ils sont pour l'intervention. Ils envoient les brigades internationales se mettre au service de la République espagnole. Alors Léon Blum, il est tiraillé entre tous ces éléments. Il ne sait plus trop où il en est. Dans un premier temps, à la fin de l'année 36, il décide de faire une pause. Voilà, on a fait des belles réformes, et c'est vrai que, enfin, c'est surtout les accords Matignon, c'est surtout grâce à la CGT qu'ont été obtenus pour la première fois tous ces avantages de la classe ouvrière. Je ne reviendrai pas dessus. Mais voilà, maintenant ça suffit, on va faire une pause pour permettre à l'économie française de repartir. Puis finalement, il est dans telle contradiction qu'il préfère démissionner. Il lâche le gouvernement en pleine course et il est remplacé par Édouard Daladier. Donc l'attitude du Parti socialiste n'a pas été du tout claire et probante pendant ce gouvernement du Front populaire. Moyennant quoi, il y a eu de la part de ce gouvernement une œuvre parfois considérable. Beaucoup de ministres socialistes sont restés dans l'histoire, comme Léo Lagrange par exemple, et d'autres, j'en passe. Il y a eu une action de gauche très importante. Voilà, je vais passer sur la Deuxième Guerre mondiale, parce que là on ne s'en sortirait pas, et on va repartir en 1945. Donc en 1945, c'est la libération, nouvelle victoire de la gauche, nouvelle période d'union, d'euphorie, aussi éphémère que les précédentes. L'euphorie du Front populaire, ça a duré à peu près 1 an, là ça va durer un peu plus longtemps, à peu près 2 ans. Mais ça ne durera pas, on va voir pourquoi. En tout cas, la gauche est largement majoritaire en 1945. Pourquoi? Parce qu'elle bénéficie du discrédit de la droite qui a été majoritairement engagée aux côtés du régime de Vichy. Tout le monde sait, la plupart des hommes politiques de droite d'avant-guerre n'étaient pas des fascistes, mais ils ont soutenu Pétain et ils se sont engagés dans le régime de Vichy. Donc à la libération, évidemment, on ne veut plus entendre parler de ces leaders de la droite. Ce qui fait qu'en 1945, aux premières élections, les deux partis marxistes, entre guillemets, obtiennent 50% des voix. Avec les radicaux, ils font 60% des voix. C'est considérable. Mais ils ne veulent pas gouverner sans un troisième parti, c'est le MRP. Parce que les radicaux, ils n'ont plus bonne presse. Ils sont discrédités, eux aussi. Parce que pendant la guerre, ils n'ont rien fait. Autant des socialistes se sont engagés, communistes bien sûr, des chrétiens aussi, même des gens de droite, même d'extrême droite. N'oublions pas qu'il y a un panel de militants d'extrême droite dans la résistance. Ils ne sont pas majoritaires, mais autour de Jean Moulin, par exemple, qui lui est un homme de gauche, un radical. Il y a son secrétaire Daniel Cordier, qui est un membre de l'Action française. Il y a dans les réseaux du mouvement Combat des militants de l'Action française, donc des monarchistes. Ça, on l'oublie souvent. On pense qu'il n'y a que la gauche qui a fait de la résistance, c'est pas vrai. La droite traditionnelle, oui. La droite républicaine, elle n'a rien fait. Mais à l'extrême droite, il y a eu un certain nombre de patriotes, on va dire, qui se sont engagés dans la résistance. Bref, surtout, ce sont des chrétiens qui se sont beaucoup engagés dans la résistance et qui créent en 1945 un grand parti
le MRP, le mouvement républicain populaire, hein, qui est à la fois gaulliste, vous le voyez sur la fiche de gauche, hein, se revendique de la Croix de Lorraine, et chrétien sans le dire. Sans le dire. C'est-à-dire qu'il y a à cette époque en Europe nombre de partis démocrates chrétiens. Ce qu'on appelle la démocratie chrétienne. En Allemagne, c'est la CDU, hein, l'Union chrétienne démocrate, qui dirige l'Allemagne. En Italie, l'Italie est dirigée par le Parti démocrate chrétien. En France, on n'ose pas dire, on comprend pourquoi. Hein. La France, c'est un pays laïque, hein, donc se présenter comme un parti chrétien, ça serait mal vu, donc ils ne le disent pas, mais effectivement, beaucoup de chrétiens sont à la tête du MRP. Un élément aussi dans ces deux affiches qui est important, c'est le thème de l'Europe. Vous voyez, dans la deuxième affiche à droite, 3 éléments qui signalent le MRP. La démocratie, bien sûr, on ne peut pas faire moins. La justice sociale et l'Europe. Alors ça, c'est le début de ce qu'on pourrait appeler plus tard l'européisme, on en reparlera tout à l'heure. Ce sont essentiellement des démocrates chrétiens, des militants du MRP, comme Robert Schuman, par exemple, hein, qui ont créé la communauté européenne du charbon et de l'acier, d'abord, l'Euratom, puis le marché commun, etc., etc. Rejoints plus tard par des socialistes, ce sont eux qui sont à l'origine de l'Europe. Bref, le gouvernement, il est tripartite. Hein. Il y a des ministres communistes, socialistes et du MRP. Mais le Parti communiste est d'une force absolument incroyable. C'est de loin le premier parti de gauche, avec 28% des voix. Vous vous rendez compte ? 28% des voix, et il tend à distancer le Parti socialiste, qui tombe à 18%, puis à 15% en 1951. Donc les socialistes ne font pas le poids, à ce moment-là, à côté du Parti communiste. Pourquoi cette force ? D'abord parce que le Parti communiste dispose d'un nombre de militants incroyable. Ce sont des centaines de milliers de militants qui, dans toutes les villes de France et même dans les campagnes, font la propagande en faveur du communisme. Et puis il y a toute une série d'organisations satellites, on pourrait dire, c'est-à-dire qui sont soit dirigées par des communistes, soit dirigées par des sympathisants communistes, des compagnons de route, hein, comme on disait. C'est par exemple la CGT. Dans la CGT, il y avait toutes les tendances de la gauche, hein, jusqu'en 1939, mais les socialistes, qui se sont retrouvés minoritaires dans la CGT, ils ont fait scission. En 1947, ils ont quitté la CGT pour créer un nouveau syndicat, la CGT-FO, la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Donc, comme militants à la CGT, il reste surtout les communistes. Hein, et évidemment, la CGT inscrit son action un peu dans les pas du Parti communiste. Vous avez l'UJRF, ça veut dire l'Union de la jeunesse républicaine de France. C'est un masque. En réalité, ce sont les jeunesses communistes. On ne veut pas le dire parce qu'il faut essayer de recruter un peu dans tous les côtés. Il y a l'Union des femmes de France, qui est aussi une grande organisation très proche du Parti communiste. Il y a le mouvement de la paix. Il y a la Fédération des déportés. Il y a les Amis de l'URSS. Vous avez tout un maillage dans toute la France de gens qui soit sont communistes, soit sont relativement proches d'eux et contribuent... ce qui fait qu'on a autour du Parti communiste une véritable contre-société. Une contre-société assez autonome, avec ses banlieues ouvrières, ses banlieues rouges, hein, autour de Paris, de Lyon, de Marseille, etc., qui font des réalisations souvent remarquables, avec la fameuse fête de l'humain. Hein. Je suis quand même étonné aujourd'hui de voir que c'est à peu près la seule chose qui reste du Parti communiste, c'est la fête de l'humain. Avec ses remises de cartes, tous les mois de janvier, dans tous les quartiers de toutes les villes, le Parti communiste remet les cartes d'adhérents à ses membres. Il y a aussi la montée au mur des fédérés, en souvenir de la commune, enfin, il y a tout un cérémonial, il y a tout un ensemble d'institutions, d'habitudes, de coutumes, qui font qu'entre communistes, on se serre les coudes, on se sent bien, on est dans une espèce de contre-société, on est dans une société capitaliste, très dure souvent pour les travailleurs, mais à l'intérieur du monde communiste, on est un peu protégé, il y a une solidarité incroyable dans ce monde-là.
Et puis, le Parti communiste s'est totalement engagé dans la résistance, à partir de 1941, c'est-à-dire à partir de l'invasion de l'URSS. Il se présente d'ailleurs comme le parti des 75 000 fusillés. Ça, c'est complètement mythique, hein. Il y a eu quelques milliers de militants communistes qui ont été fusillés pendant la guerre, les 75 000, c'est un chiffre symbolique, hein. Et le Parti communiste a réussi complètement à faire oublier quelle a été son attitude en 1939, lorsqu'il a approuvé le pacte germano-soviétique, et du coup qu'il a prétendu qu'il ne fallait pas se battre contre Hitler, puisqu'Hitler et Staline étaient devenus des amis. Pendant 2 ans, l'attitude du Parti communiste a été, même presque 3 ans, d'une ambiguïté extrême. Hein, ils ont même, à un moment donné, demandé au quartier général allemand à Paris d'autoriser la ressortie de l'Humanité, du journal L'Humanité. Enfin, c'était une attitude pas claire. Mais dès l'instant que l'URSS a été attaqué, le Parti communiste tout entier s'est engagé dans la résistance. Et là, ça a été effectivement une résistance formidable, hein, avec en particulier le mouvement des FTP, hein, les francs-tireurs et partisans, qui ne comportaient pas que des communistes, hein, loin de là, mais enfin, où le Parti communiste jouait un rôle important. Et puis, il peut s'enorgueillir d'avoir parmi ses membres, hein, des gens que tout le monde connaît, c'est la fine fleur des intellectuels et artistes. On pourrait en citer des centaines, hein, quand on prend les intellectuels de l'époque ou les artistes. Je citerai que les plus connus: Louis Aragon, Paul Éluard, Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, qui n'est pas un communiste, mais qui à l'époque est un compagnon de route du Parti communiste, Roger Vaillant, etc., etc. Alors les gens se disent, si des gens aussi intelligents, aussi créatifs que Picasso ou Éluard deviennent communistes, il doit bien y avoir une raison. Hein, donc ça donne au Parti communiste un très grand prestige. Et puis il y a l'action des ministres communistes aussi, il faut bien le dire. Beaucoup de gens se souviendront pendant longtemps que la sécurité sociale a été créée par Ambroise Croizat, un ministre communiste, que le statut des fonctionnaires a été créé par Maurice Thorez, ministre communiste, que les entreprises nationalisées ont obtenu des avantages particuliers, que ce soit la SNCF, EDF, les Charbonnages de France, les usines Renault. Donc forcément, le Parti communiste a vraiment une influence très importante, 28% des voix. Il y a presque entre un Français sur 3 et un Français sur 4 qui votent communiste. Hein. On est dans un autre monde, hein, par rapport au monde d'aujourd'hui. Mais ça ne va pas durer, bien sûr. Très vite, la guerre froide va faire son œuvre, et dès 1947, les communistes sont exclus du gouvernement par le président du Conseil socialiste, Paul Ramadier, et donc ils vont se retrouver, le Parti communiste, aussi fort soit-il, il est vraiment très fort, mais il va se retrouver dans une espèce de ghetto politique, hein, sans pouvoir agir sur la politique du pays. Alors, comme il n'y a plus de communistes, dès lors, les socialistes vont gouverner, tantôt avec les radicaux, tantôt avec le MRP. Les radicaux vont pouvoir se refaire une jeunesse, du coup. Il va y avoir plusieurs présidents du Conseil radicaux sous la 4e République. Alors, plus encore qu'avant la guerre, les socialistes sont en proie à une schizophrénie totale. Parce que l'homme qui a conquis le Parti socialiste, qui est maintenant à sa tête, et qui s'appelle Guy Mollet, ben voilà, à droite. Guy Mollet, c'est un homme d'une orthodoxie marxiste totale. Hein. Il connaît Marx par cœur, il peint dans tous ses discours, il évoque les différents aspects du marxisme, sauf que sa pratique, elle n'a rien d'un homme de gauche. Par exemple, les socialistes sont des ardents défenseurs de la colonisation. Hein. Ils soutiennent à fond la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie aussi. Même avant la guerre d'Algérie, le gouverneur général de l'Algérie, Edmond Negelen, est un socialiste, et c'est celui qui sans cesse fait truquer les élections pour empêcher les musulmans d'avoir des représentants dans l'Assemblée algérienne. C'est étonnant pour un socialiste quand même. Alors Guy Mollet a fait une alliance avec Pierre Mendès France pour les élections de 1956. Ils ont constitué une alliance qui s'appelle le Front républicain, ils ont gagné les élections. Et Guy Mollet, pendant sa campagne électorale, avait promis
qu'il y aurait des négociations pour essayer d'arrêter la guerre en Algérie. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il est tombé sous l'influence des ultras. Il a fait un voyage à Alger, ça s'imposait à ce moment-là, hein, et il a reçu tellement de tomates qu'il a été convaincu qu'il fallait satisfaire non pas les Français d'Algérie en général, mais les ultras, ceux qui étaient prêts vraiment à tout, hein, ceux qui vont être plus tard à la tête de l'OAS. Et moyennant quoi, il nomme un gouverneur général socialiste, Robert Lacoste, qui va couvrir constamment les débordements de l'armée, les tortures, les exécutions sommaires. Et un autre membre de son gouvernement, vous allez le reconnaître, hein, le ministre de l'Intérieur, a une poigne de fer, il dirige la répression contre les nationalistes algériens. Après avoir été ministre de l'Intérieur, il sera ministre de la Justice dans le gouvernement Guy Mollet. Et alors, il est impitoyable. Tous les militants FLN qui sont condamnés à mort par les tribunaux militaires sont couverts par Mitterrand. Mitterrand n'a pas gracié un seul militant, ils ont tous été guillotinés. Vous voyez, c'est l'homme qui était contre la peine de mort, vous vous rappelez? Quelques années plus tard. Voilà, alors cette politique écœure Pierre Mendès France. Pierre Mendès France démissionne avec fracas du gouvernement, et il n'est pas le seul. Beaucoup de socialistes sont écœurés par ce qu'est devenu le Parti socialiste, et ils le quittent par vagues, à partir de 1957, 58, 59. Tous ces socialistes qui ont quitté la SFIO, ils vont se regrouper en 1960 dans un parti appelé le PSU, le Parti socialiste unifié, en particulier autour de Michel Rocard, Alain Savary, etc. Donc le Parti socialiste s'affaiblir de plus en plus, et alors à partir de 1958, à partir de la prise du pouvoir par le général de Gaulle, le Parti socialiste s'effondre littéralement. Il perd 80% de ses adhérents, la moitié de son électorat, c'est devenu un squelette, la SFIO, dans les années 60. Ce qui fait que, au moment de l'élection présidentielle, la première de l'histoire, 1965, enfin pas la première, rappelez qu'il y en avait eu une en 1848, c'est pas pour souvenir, parce que celui qui avait été élu, c'était le prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui va s'emparer du pouvoir. Enfin bon, la première élection présidentielle du XXe siècle, 1965, curieusement, le Parti socialiste choisit de soutenir un certain François Mitterrand. Pourquoi je dis que c'est surprenant? Parce que parmi les anciens ministres de la 4e République, ceux du gouvernement Guy Mollet par exemple, il y avait un homme qui avait la stature d'un grand homme d'État. C'était Pierre Mendès France. Pierre Mendès France, il était encore auréolé de sa politique de décolonisation. Il a fait le contraire des socialistes. Il a signé les accords de Genève pour arrêter la guerre du Vietnam. Il a décolonisé le Maroc, décolonisé la Tunisie. C'était l'homme qu'il fallait à ce moment-là. Et puis, il est très fort en économie. Il connaît parfaitement l'économie, ce qui est quand même pas négligeable pour diriger un pays, alors que François Mitterrand n'y connaissait absolument rien. Et puis surtout, c'est un homme d'une grande rigueur morale, Pierre Mendès France, qui incarnait vraiment le désintéressement, l'honnêteté. C'était l'opposé de Mitterrand, hein, que ses scrupules n'avaient jamais étouffé jusque-là, et qui avait été de presque tous les gouvernements. Songez qu'il a été 11 fois ministre, Mitterrand, sous la 4e République. Quand il est devenu l'idole du peuple dans les années 80, à un moment, tout le monde avait oublié ce qu'il avait été avant. Personne ne savait que Mitterrand avait derrière lui toute une carrière d'homme de droite. Enfin, on ne sait pas trop, parce que ce qui caractérise Mitterrand, c'est qu'il a réussi sous la Ve République, grâce à son antigaullisme, parce que il détestait le général de Gaulle. Il pouvait pas, les deux hommes se détestaient, mais alors,
De Gaulle, il s'en fichait un peu au début, mais Mitterrand avait la haine du général de Gaulle. Et alors, il a développé, pendant les débuts de la Ve République, un anti-gaullisme virulent qui a fait croire qu'il avait des convictions, alors qu'il n'en a jamais eu aucune. Alors, mais le soutien à Mitterrand est encore plus étonnant de la part du Parti communiste. Parce que le Parti communiste, il est à l'apogée du stalinisme. Hein. Alors là, c'est un parti verrouillé, plus stalinien que les staliniens. Hein. Puisque au moment où en URSS, on commence à déstaliniser, et que Khrouchtchev fait son rapport pour dénoncer les crimes de Staline, le Parti communiste dit « Ah non, ça n'existe pas, le rapport Khrouchtchev. C'est une invention des médias occidentaux. Il n'y a jamais eu de rapport Khrouchtchev. » Et donc, il continue à couvrir les crimes de Staline. Lorsqu'il y a la répression soviétique à Berlin, en 1953, en Pologne, puis en Hongrie, en 1956, le Parti communiste, comme un seul homme, approuve la répression, l'écrasement de Budapest, tout ça. Il n'y a pas de problème. Hein. L'URSS a toujours raison. Alors que ce parti ultra-stalinien soutienne Mitterrand, ça fait partie de ces grands étonnements de l'histoire de France. Hein. Et ce parti communiste, il est encore très fort, puisque songez qu'en 1969, au moment de l'élection présidentielle, Jacques Duclos, le candidat du Parti communiste, obtient 21% des voix encore. Alors que le candidat socialiste Gaston Defferre en a 5%. Vous voyez, on pourrait croire que le Parti communiste est une force inébranlable. C'est une illusion, en réalité. C'est une illusion d'optique, parce que le rapport des forces à gauche va très vite se révéler trompeur. Pourquoi ? Parce que pendant les 30 Glorieuses, la société française a beaucoup évolué. Et que le modèle de l'ouvrier militant communiste ne correspond plus aux aspirations, au confort, au changement, à la liberté des nouvelles couches ouvrières. Les ouvriers sont en train, a-t-on dit à ce moment-là, de s'embourgeoiser. Voilà. C'est pas un terme pourrait être discuté, hein, mais c'est vrai que la classe ouvrière arrive à un certain confort, une certaine qualité de vie qu'elle n'avait pas avant. Et puis dans les couches moyennes, encore plus. Et donc la société française a tellement évolué que le modèle communiste ne correspond plus à ses aspirations, et c'est ce qu'on va voir dans les événements de mai 68. Alors, quelques petits rappels hein, des slogans de mai 68, c'est très intéressant quand on regarde. Hein. Il est interdit d'interdire, demander l'impossible, l'économie est blessée, qu'elle crève, jouissez sans entrave, qu'est-ce qu'il y a encore ? La vie est ailleurs. Voilà, c'est une révolution rimbaldienne. En fait, c'est une révolution pour rire, mai 68. Disons les choses comme elles sont. C'est une révolution pour rire. Mais on ne s'en aperçoit pas sur le moment. Pourquoi ? Parce que l'apparence, c'est que ce mouvement de mai 68 s'inscrit dans la lignée de l'extrême gauche marxiste. Qui sont la plupart des militants de mai 68 ? Des trotskistes, des maoïstes, hein, donc des gens qui sont non seulement à gauche, mais théoriquement d'extrême gauche. Hein. Et ces groupuscules, trotskistes et maoïstes, ils tiennent le haut du pavé, c'est le cas de le dire. Hein. Sauf que sous les pavés des barricades, hein, il y a la plage. Rappelez du slogan. Et pas n'importe quelle plage, celle de Deauville, de Saint-Tropez. Parce que derrière l'image d'Épinal, des insurrections, des barricades, etc., il y a l'hédonisme d'une jeunesse bourgeoise qui veut jouir sans entrave, hein, comme le dit le fameux slogan. Donc, il y a une ambiguïté du mouvement de mai 68 qui fait qu'on ne le comprend pas tout à fait. On ne comprend pas réellement ce que signifie. Pendant des décennies, on s'est interrogé sur ce qu'était mai 68. Il est interdit d'interdire. C'est quand même un curieux slogan,
pour des adeptes de Mao Tse-tung ou de Léon Trotsky. N'oubliez pas que Léon Trotsky, même s'il a été éliminé par Staline, c'est celui qui a créé les premiers camps de concentration en URSS. Alors, il est interdit d'interdire. Il y a quelque chose qui cloche là quand même. Hein. Ce sont là aussi un peu des révolutionnaires pour rire. En réalité, les étudiants qui jouent à la Révolution, ce sont les enfants gâtés, je dirais, des 30 Glorieuses. Les enfants gâtés des 30 Glorieuses, ils refusent toute autorité, celle de la famille, celle de l'école, de l'université, du Parti communiste bien sûr, de l'Église catholique, de l'armée, de l'État. Ce sont des libertaires. Hein. C'est un peu les successeurs des anarchistes, mais avec cette nuance que les anarchistes, ils avaient entre eux une solidarité ouvrière qui n'avait rien à voir avec ce que représente le mouvement de mai 68. Mais on peut dire que c'est cet esprit libertaire de mai 68 qui va servir d'alibi, en fait, à autre chose, qui est le culte de l'individu. Mai 68, c'est le moment où on rentre dans cette phase historique dans laquelle nous sommes, alors aujourd'hui, à un point inimaginable. C'est le culte de l'individu. L'individu a raison, surtout. Ce sont ses désirs que doit servir la politique. Alors, on n'en est pas encore là en 1968. Hein. J'anticipe un peu, vous voyez. Mais en fait, c'est la tendance. C'est la tendance qui nous vient de mai 68. Sinon, ce qui est intéressant, c'est que cet esprit libertaire, il renaît aussi, mais dans le syndicalisme chrétien. Alors, le syndicalisme chrétien, il vient de très loin. Il a été créé au XIXe siècle dans les milieux d'extrême droite, chez les royalistes, pour créer un contre-feu à l'influence du socialisme dans la classe ouvrière. Hein. Et donc les premiers syndicats chrétiens, d'ailleurs c'était pratiquement que des syndicats de femmes au départ, des couturières, des femmes du textile, et ces premiers syndicats étaient des syndicats, comment on pourrait dire, dans la main des patrons, quoi. En réalité, hein, ils étaient manipulés par les patrons, mais ils avaient cette caution du christianisme qu'on pourrait appeler un christianisme social, qui n'est pas du tout hypocrite. Hein, ces militants royalistes chrétiens, ils avaient sincèrement une compassion hein, pour la vie de la classe ouvrière, et ils voulaient améliorer son sort. Simplement, ils étaient absolument braqués contre le socialisme et contre la CGT. Alors tous ces syndicats chrétiens, qui se sont développés à partir de 1880-90, ils se sont fédérés en 1919, et ils ont créé une confédération qui s'est appelée la CFTC, hein, la Confédération française des travailleurs chrétiens, qui existe toujours, mais qui aujourd'hui est très très faible. Mais la Deuxième Guerre mondiale a changé la donne, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a tellement de chrétiens qui se sont engagés dans la résistance que la CFTC reconnaît l'existence de la lutte des classes, elle reconnaît la nécessité de la grève, elle reconnaît que le but du patronat, ce n'est pas l'amélioration des conditions ouvrières. Donc finalement, la CFTC se rapproche, au moins dans son comportement, hein, de la CGT. Et en 1964, le pas est franchi, la majorité de la CFTC décide de se laïciser, de rompre les liens avec l'Église catholique, et elle devient la CFDT, hein, la Confédération française démocratique du travail. Et elle adopte le modèle d'autogestion. Voyez, le but de la CFDT, ce n'est pas le socialisme, c'est l'autogestion. C'est très proche des idées anarcho-syndicalistes d'avant la guerre. Alors, voilà, les années 70, donc après mai 68, les années 70 vont être le moment d'une vaste recomposition politique. D'abord, autour de la CFDT et du PSU de Michel Rocard, se constitue ce qu'on a appelé la deuxième gauche. Pourquoi la deuxième gauche? La première gauche, c'est la gauche socialiste et communiste traditionnelle, qui est centralisatrice, jacobine, protectionniste, et la CFDT, le PSU, prône au contraire une culture de l'autonomie des groupes et des individus. Vous voyez, ça aussi c'est proche de l'anarchisme. Qu'on laisse les petits groupes de base et les individus se débrouiller, ils feront les choses très bien.
Il n'y a pas besoin d'une grande organisation qui emmène le mouvement, comme le font les grandes manifestations de la CGT. Donc c'est une culture, la culture de la CFDT, la communisme, 1965. C'était un exploit inattendu. Mitterrand avait pris la tête d'une organisation qui s'appelait la FGDS, Fédération de la gauche démocrate et socialiste, qui comprenait le Parti socialiste, le Parti radical, le PSU, et puis le petit groupe des copains de Mitterrand, qui avait créé pour la frime, je dirais, hein, qui n'avait aucune influence, la Convention des institutions républicaines. Ça lui permettait de se présenter comme ayant une organisation derrière lui. C'était des gens comme Charles Hernu, Louis Mermaz, hein, voilà, tout ça, ce sont les Mitterrandiens de la première heure. Et en 1971, en pleine période gauchiste, hein, c'est l'époque où, après mai 68, il y a une agitation gauchiste qui se continue pendant des années. En pleine période gauchiste, Mitterrand lance une OPA sur le Parti socialiste qui est moribond. Et il va s'en emparer d'une façon extraordinaire. Alors, il y a un congrès, le congrès d'Épinay. Mitterrand n'a jamais été socialiste. Il n'a même pas la carte du Parti socialiste. La veille du congrès, il n'est pas adhérent du Parti socialiste. Vous vous rendez compte? Et il va en ressortir premier secrétaire 3 jours plus tard. Quel bonhomme, hein, quand même. C'est fort. Et alors, au congrès d'Épinay, ça c'est très drôle, hein. Allez voir sur YouTube, retrouver ces images extraordinaires des interventions de Mitterrand au congrès d'Épinay, parce qu'il prononce une diatribe révolutionnaire qui fait sourire tous les gens qui connaissent son passé. Hein. La révolution, c'est d'abord une rupture avec l'ordre établi. Celui qui n'accepte pas cette rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-ci ne peut pas être adhérent du Parti socialiste. Ben, lui, il n'était pas la veille. Hein. C'est rigolo. Un an plus tard, le programme commun de la gauche est signé, en 1972. Alors ça, c'est un grand espoir. Hein. À l'époque, la gauche se retrouve de nouveau unie, hein, après tous ces déchirements. Pour Mitterrand, on le sait bien maintenant. Hein. Lisez par exemple la biographie de François Mitterrand par Jean Lacouture. Hein. Vous allez apprendre des choses effarantes. Hein. Pour Mitterrand, le programme commun, ce n'est qu'un moyen d'arriver au pouvoir. Tout le monde savait autour de lui, il le disait à ses proches, qu'il ne l'avait jamais lu. Il n'a jamais ouvert le programme commun. Il a signé. C'est intéressant quand même, hein, comme attitude politique. En tout cas, ça marche. Ça marche pour Mitterrand, ça marche pour le Parti socialiste. Car dès la signature du programme commun, le Parti socialiste remonte la pente. Aux élections législatives de 1973, il obtient déjà 19% des voix contre 21% au Parti communiste. Oui, les deux partis font pratiquement jeu égal. Et il manque de peu la victoire. Hein, aux élections présidentielles de 1974, où Valéry Giscard d'Estaing est élu. Je crois que Giscard d'Estaing est élu avec 30 000 voix d'avance, hein, sur je ne sais combien de millions d'électeurs, c'est très peu. Et peu après, alors nouveau succès de Mitterrand, une partie du PSU, qui est emmenée par Michel Rocard, rejoint le Parti socialiste. Donc voilà, il rassemble autour de lui toutes sortes de gens. Et dans le même mouvement, la plupart des anciens gauchistes se rallient à Mitterrand. Je ne sais pas s'ils ont été victimes du discours révolutionnaire, ultra-révolutionnaire de Mitterrand. En tout cas, ils ont rallié le Parti socialiste et ils ont constitué une grande partie des cadres du Parti socialiste. Il ne faut pas l'oublier. Lionel Jospin, par exemple, enfin tant d'autres, Jean-Luc Mélenchon, etc. C'est tous des trotskistes, hein, qui ont adhéré au Parti socialiste quand ils ont pensé que peut-être le Parti socialiste de Mitterrand portait l'espoir d'un changement profond. Et puis parallèlement, alors aux élections législatives de 1978, le Parti socialiste passe devant le Parti communiste. 22% contre 20%. C'est pas grand-chose, mais c'est le début du déclin irrémédiable du Parti communiste. Ce déclin se confirme à l'élection présidentielle de 1981. Mitterrand a 26%, quand Georges Marchais a seulement 15%. Donc ça y est, le déclin a commencé et il ne s'arrêtera jamais.
l'histoire du communisme est à ce moment-là celle d'une irrémédiable descente aux enfers. André Lajoigny, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, puis Robert Hue, n'obtiennent que 7% et 8% aux élections de 1988 et de 1984. En 2002, Robert Hue tombe à 3%. Et en 2007, Marie-Georges Buffet à 2%. Et maintenant, je crois qu'ils sont à 1,5%. Vous voyez, le premier parti de France de 1945 s'est effondré en quelques années. Ça fait réfléchir. Alors, on n'en est pas encore tout à fait là, bien sûr, en 1981, quand la gauche arrive au pouvoir. C'est arrivé au pouvoir après un quart de siècle d'absence. C'est aussi ce qui a fait le succès de Mitterrand. C'est qu'il a ramené la gauche au pouvoir alors qu'elle n'était plus depuis très longtemps. Et beaucoup de gens lui en ont été reconnaissants. Cette arrivée au pouvoir a déchaîné des grands espoirs. Alors je ne vais pas vous redire toutes les mesures qui ont été prises, mais elles sont considérables. Vous les connaissez, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, la semaine des 39 heures, etc. C'est considérable. Un ensemble de mesures sociales qui rappellent explicitement les grands moments du Front populaire et de la libération. Voilà, il y a 3 grands moments dans l'histoire de la gauche où la gauche est unie et où elle est au pouvoir et où elle réalise des grandes choses. C'est 1936, 1945 et 1980. Mais l'enthousiasme populaire sera aussi éphémère qu'il avait été en 1936 et en 1945, parce que devant les difficultés financières qui se posent, la question se pose de savoir s'il faut sortir ou non du SME, le système monétaire européen. Alors moi, je ne peux pas vous expliquer ça, c'est trop compliqué pour moi, les problèmes monétaires, mais enfin, c'est quelque chose auquel le franc était accroché, et comme on était en train de dévaluer le franc, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport au SME? Alors, au sein du Parti socialiste, il y a eu des grandes discussions, une partie de la direction pensait qu'il fallait sortir du SME, mais Mitterrand a choisi l'option contraire, et il choisit en fait, bon, je vous l'ai dit, il ne connaît pas grand-chose, Mitterrand. On ne peut pas lui reprocher, tout le monde ne peut pas être féru d'économie dans le monde politique. Mais bon, en réalité, en acceptant de rester dans le SME, il s'incline devant la vague néolibérale qui est en train de déferler sur l'Occident. 3 ans plus tôt, Margaret Thatcher a été élue en Angleterre, 2 ans plus tôt, Ronald Reagan aux États-Unis, et partout en Occident, le néolibéralisme est en train de tout emporter. Alors, il aurait fallu un grand homme politique, comme l'était De Gaulle, avec une grande ambition pour son pays, un homme capable de mobiliser pour résister à cette vague libérale, mais ça n'était pas le cas de Mitterrand. Et c'est ainsi qu'en mars 1983, alors c'est une date clé, tout le monde pense à 1981, au 10 mai 1981, bien sûr, mais en mars 1983, c'est le grand tournant, un virage à 180 degrés, sans s'en expliquer devant les Français. C'est-à-dire on accepte toute la politique libérale, et alors c'est le début pour la gauche d'une série de renoncements. Alors je ne vais pas tous les citer, tellement il y en a, mais 2, 3 par exemple. Vous savez que François Mitterrand était un grand ennemi de la Ve République. Il était absolument opposé à la monarchie républicaine qui était l'élection du suffrage universel du président de la République. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, c'est curieux, il n'en a plus reparlé une seule fois. Il a trouvé ça très bien, au fond, la Ve République, tout d'un coup. Un autre renoncement qu'on pourrait citer, c'était en 1984, il y avait eu un projet d'Alain Savary, ministre de l'Éducation nationale, d'un grand service public d'éducation. Et puis, il y a eu des manifestations très importantes des partisans de l'école privée, et on a renoncé à ce fameux grand service public d'éducation, et on voit ce qu'est devenu le service public d'éducation aujourd'hui. 3e renoncement, 3e exemple, Mitterrand ouvre un boulevard aux intérêts privés dans tout ce qui est information et culture. C'est d'abord les radios libres, c'est la création de Canal+, c'est la création de la 5 et de la 6, 5 et M6, sachant qu'il donne la 5 à un grand homme de gauche, Silvio Berlusconi. Il faut le faire. Alors ça, c'est renversant, des choses comme ça.
Et puis après, ce sera la privatisation de TF1. Enfin, c'est la fin de l'ORTF, c'est la fin du service public. Ce service public, il existe toujours, mais enfin, il est dans un état quand même très problématique. Regardez le niveau de la télévision aujourd'hui par rapport à ce qu'il était à cette époque. Alors, vous voyez, le grand paradoxe, mais vraiment, c'est le grand paradoxe de cette histoire, c'est que c'est par la gauche que le néolibéralisme s'est installé en France. De la part d'un homme de droite, d'un parti de droite, ce ne serait pas étonnant. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, ce n'étaient pas des gens de gauche. Mais en France, c'est par la gauche, hein, par le Parti socialiste de Mitterrand. Alors, je vais essayer d'expliquer une telle énormité. C'est pas facile du tout, hein, je vous garantis. Il faut l'expliquer d'abord par l'européisme. Vous savez, le fédéralisme européen, c'était une vieille idée de la gauche. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. Victor Hugo avait formulé le vœu de la création des États-Unis d'Europe. Oui, donc c'est une idée assez ancienne. Hein. Mais ce qui caractérise les années 80, c'est que ce fédéralisme européen, les socialistes l'ont identifié avec l'internationalisme traditionnel du mouvement ouvrier. Or, ça n'a rien à voir. On le voit bien aujourd'hui et on va voir pourquoi. L'Europe, c'est-à-dire en fait une hypothétique et invraisemblable Europe sociale. Parce que c'est ça qu'on nous a vendu avec l'Europe. Vous rappelez-vous, pour ceux qui ont vécu cette époque, on nous a dit, avec l'Europe, on va faire une Europe sociale. Et ce qu'on n'arrive pas, ce qu'on a du mal à faire en France, parce que la France est un trop petit pays, vous allez voir, avec l'Europe, alors là, on aura une Europe sociale formidable. En fait, en adhérant à ce projet européen, on a abandonné par pans entiers les bases industrielles de la France. On a détruit l'industrie française, aux 3/4. On a plongé la classe ouvrière dans le chômage, dans le désespoir, et on l'a détourné de la gauche. Si aujourd'hui, la classe ouvrière vote majoritairement pour le Front National ou s'abstient, si elle ne vote plus à gauche, il n'y a pas besoin d'aller chercher un quelconque racisme ou un quelconque fascisme. C'est parce que le peuple en a tellement subi qu'il a été dégoûté par cette politique libérale. Alors, cette désertion politique du peuple de gauche va passer par profits et pertes. On va s'en accommoder. Alors, il y a un texte intéressant de la Fondation Terra Nova. La Fondation Terra Nova, c'est un laboratoire d'idées. Moi, je ne vous dirais pas un think tank. J'appelle ça, en bon français, un laboratoire d'idées qui est proche du Parti socialiste. Il a été créé, c'est intéressant, par Olivier Ferrand. Vous vous rappelez ? Le socialiste qui s'est rallié à Macron, qui a été président de l'Assemblée nationale. Et alors, la Fondation Terra Nova, elle analyse la situation. Qu'est-ce qu'elle constate ? Que la classe ouvrière n'est plus du tout en phase avec les valeurs de la gauche. Enfin, du moins avec ce qu'est devenu la gauche. Nuance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que la gauche ne doit pas renoncer, finalement, à l'électorat ouvrier ? Puisque cet électorat est devenu réactionnaire, on ne peut rien faire avec des pauvres types comme ça. Donc, il faut trouver autre chose. Mais alors, par qui va-t-on remplacer cet électorat perdu ? C'est la question que se pose la Fondation Terra Nova. Eh bien, on va essayer de voir les réponses. La solution à ce problème, elle a commencé à se profiler, justement, je vous disais tout à l'heure, avec le ralliement des gauchistes, et en particulier des trotskistes, au Parti socialiste. En 1984, vous voyez, on est juste après au moment où on ne dit pas qu'on est en train de changer de politique, mais on le fait. En 1984, deux socialistes venus du trotskisme, Julien Drey et Harlem Désir, fondent SOS Racisme avec le soutien ardent de l'Élysée. Et c'est ainsi, alors je vais essayer de développer ça, là encore c'est pas simple, mais qu'avec l'européisme, premier drapeau si on veut, l'antiracisme va servir de doctrine de remplacement à un parti socialiste qui a abandonné tout projet de transformation sociale. On ne changera pas la société française, on va la laisser telle qu'elle est, se noyer dans le libéralisme, mais par contre, nous, on a deux qualités, on est pour l'Europe et on est contre le racisme. C'est évidemment une qualité d'être contre le racisme,
Ne pensez pas que je voudrais dire le contraire. Mais il se trouve que ces deux grands thèmes vont être à peu près la seule chose qui va distinguer le Parti socialiste et même, je dirais souvent, la gauche en général. Et alors, il se dessine alors la future cible électorale de la gauche, en remplacement de la classe ouvrière, ce qu'on appelle les exclus. Une notion qui est apparue dans les années 70. C'est-à-dire que la gauche ne s'adresse plus aux classes populaires, qui sont les victimes du capitalisme, mais à des catégories particulières de victimes, qui sont en tout cas censées être victimes de leurs différences. Les femmes, les homosexuels, les immigrés, j'en passe. Il y a un certain nombre de catégories comme ça qu'on appelle les exclus. Et c'est pour eux qu'est censé travailler le socialisme. Ces catégories-là, elles sont censées réclamer réparation des discriminations dont elles ont été victimes. Et je ne nie pas non plus ces discriminations, naturellement, envers les femmes, envers les homosexuels ou envers les immigrés. Ces discriminations sont réelles. Mais fonder toute sa politique sur ces faits-là, c'est quand même assez curieux. Il s'élabore en somme une sociologie des bons sentiments. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la politique pour faire de la politique, pour changer le monde, hein, comme on disait. On fait de la politique par compassion. Oh, les pauvres, on va faire quelque chose pour eux. C'est une inversion totale, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, parce que maintenant on est habitué à ça, mais c'est une inversion totale des valeurs de la gauche. Totale. Hein. C'est plus l'égalité, c'est la promotion des différences. On ne milite plus pour l'égalité, on va essayer de pousser, de donner des compensations aux gens qui ont été discriminés, enfin aux catégories qui ont été discriminées. Alors, question difficile. Le cas de l'attitude de la gauche par rapport à la question migratoire. C'est quelque chose de très complexe qu'il faudrait étudier longuement. Il faudrait pratiquement y consacrer une conférence. Hein. Mais je vais quand même donner quelques éléments de compréhension. À propos de cette question migratoire, il faut parler, c'est ce dont parlent par exemple Marcel Gauchet ou Jacques Julliard, historiens, philosophes, de gauchisme culturel. Pas un gauchisme politique qui prétend faire la révolution comme il prétendait le faire en 68, hein. Un gauchisme culturel qui a une longue histoire, qui commence dans les années 60 avec ce qu'on appelait alors le tiers-mondisme. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette notion. On a laissé tomber ça, mais ça voulait dire quelque chose. Qu'est-ce que c'était le tiers-mondisme? C'était l'idée que la révolution ne viendra pas des prolétariats occidentaux, parce qu'ils sont embourgeoisés, hein, mais elle viendra des peuples décolonisés et qui se mobilisent sous le drapeau de l'anti-impérialisme. Ça aussi, on n'en parle plus aujourd'hui de l'impérialisme et de l'anti-impérialisme, hein, mais voilà ce qu'était la position tiers-mondiste et qu'on retrouve un peu aujourd'hui. Alors, sans aller... On retrouve ça, par exemple, dans ce que Pierre-André Taguieff, qui est un grand politologue, sociologue, c'est lui qui a inventé le concept de national-populisme, hein, pour parler des mouvements comme le Front National. Et c'est lui aussi qui a inventé récemment le concept d'islamo-gauchisme. On retrouve dans l'islamo-gauchisme cette tendance au tiers-mondisme, c'est-à-dire qui attribue on va dire aux immigrés, c'est un peu vague hein, comme mot, hein, il faudrait être plus précis, qui attribue une qualité révolutionnaire en somme par essence. Et à l'extrême, on le voit aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais j'ai trouvé beaucoup de documents où cette tendance voit dans l'islamisme une force anti-impérialiste. Alors bien sûr, on ne va pas dire que les islamistes ont raison de faire des attentats, mais il y a pas mal d'analyses où on dit, oui, c'est quand même l'islamisme global, hein, représente une forme d'anti-impérialisme pour notre temps. Bon, là, on est dans une position tout à fait extrémiste, hein, sans aller jusque-là. Le gauchisme culturel a infusé à gauche, où il a été le vecteur inconscient d'une conception du monde néolibérale. J'explique. Conception du monde néolibéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, il y a le monde,
et de l'autre, les individus. Et il n'y a rien entre les deux. Il n'y a plus de peuple, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de groupes de métiers, il y a le monde et les individus. Il n'y a plus sur Terre de société constituée, où les individus ont une place, comment dire, déterminée, attribuée, etc. Il n'y a que des individus. Et s'il n'y a que des individus, sur la question migratoire, ils doivent pouvoir s'installer où ils veulent. C'est leur droit, c'est un droit de l'homme, la migration. Ce n'est pas du tout dans la déclaration des droits de l'homme, hein, naturellement. Et du coup, un pays ne peut plus définir ses rapports avec l'extérieur, ni en termes commerciaux, ni en termes migratoires. C'est-à-dire qu'on retrouve ce que je vous disais la dernière fois, le slogan du libéralisme de la monarchie de Juillet, laissez faire, laissez passer. Laissez faire les industriels, ils savent ce qui est bon pour l'économie. Laissez faire les commerçants, ils savent ce qu'il faut acheter, ils savent ce qu'il faut importer, exporter. Laissez passer les capitaux, laissez passer les migrants. Voilà, c'est le libéralisme dans sa formule, je dirais, extrême. Hein. Par exemple, si vous employez aujourd'hui le mot protectionnisme, c'est pratiquement un gros mot. Il y a eu, comment ça s'appelait, de Montebourg, qui a essayé de faire ça, le pauvre. Il s'est fait ramasser. Protectionniste, c'est devenu une injure à gauche. C'est fou, hein? Alors que tous les États sont protectionnistes sur la Terre, sauf l'Europe. C'est curieux quand même. Il n'y a que les États d'Europe qui sont un peu les bisounours du monde, quoi. Nous sommes les bisounours du monde. Hein? Tout est merveilleux, tout va bien. Donc la promesse collectiviste qui était celle de la gauche, hein, depuis le milieu du XIXe siècle, s'est retournée en une défense inconditionnelle des droits de l'homme, enfin des droits de l'individu en réalité, hein, par-dessus les frontières, dont l'immigré clandestin est l'incarnation. Hein. Le sans-papier a pris la place du prolétaire comme agent de l'universel. Voilà. Vous avez deux images, et le prolétaire, on n'en parle plus. Les gens ne connaissent plus le mot d'ailleurs. Hein. Dans les jeunes, c'est le prolétaire. Je me demande ce que ça veut dire. Sans papier, on sait ce que c'est. Et donc le libéralisme, qui est, je dirais, déguisé en droit de l'hommisme, c'est la loi du monde. Aucune souveraineté nationale ne doit compter face aux droits de l'homme. Alors ça a permis à la gauche donc, de se rallier au néolibéralisme en se donnant bonne conscience. On est du bon côté. On est des gens bien, puisqu'on est pour les droits de l'homme. Voilà. Tant pis si par ailleurs on laisse la moitié de la population dans un état lamentable, hein, les campagnes, les régions déshéritées, les entreprises qui ferment, ça ne fait rien. Nous, on est des gens bien parce qu'on est antiracistes. Il y a une mutation profonde, hein, et c'est cette mutation idéologique qui a permis finalement au socialisme de se maintenir au pouvoir, hein, quitte à... C'était le but de Mitterrand, hein, c'était de se maintenir au pouvoir, quitte à devenir le fossoyeur du socialisme, comme dans l'autre camp, Chirac a été le fossoyeur du gaullisme. Il y aurait un parallèle très intéressant, je n'ai pas le temps de le faire, hein, entre l'action de Chirac et l'action de Mitterrand. Tous les deux ont représenté un grand courant politique de gauche et de droite, et ces courants politiques, ils les ont réduits à rien. C'est ce qui a fait que le second mandat, hein, de Mitterrand a été une catastrophe. Hein. Ça a été, rappelez-vous, le règne de ce qu'on a appelé la gauche caviar, avec une corruption très importante, des divisions au sein du Parti socialiste. On se rappelle parfois du congrès de Rennes, qui était une rixe de bistrot, une discussion de marchands de tapis. C'était lamentable, lamentable. Donc, et ça entraînait à cette époque, hein, une valse de premier secrétaire. Toutes les années, il y avait un nouveau premier secrétaire parce que les luttes de tendance faisaient qu'il fallait changer tout le temps jusqu'à ce que finalement François Hollande s'installe dans le poste et il reste pendant une dizaine d'années. Et pendant ce temps, l'Élysée, ça a été une véritable cour, hein, avec ses favoris, ses rituels, la montée à la roche de Solitré, son service de police spécialisé dans la protection des secrets du président, ses écoutes téléphoniques. Mais vous vous rendez compte, si des présidents de droite avaient été jusque-là, on aurait dit, mais c'est le fascisme.
En fait, c'est la loi du sérail. Rappelez-vous alors, un épisode aussi très intéressant, c'est les manœuvres de Mitterrand pour ruiner la carrière du seul homme politique vraiment valable du Parti socialiste, Michel Rocard. En 1994, Michel Rocard va conduire la liste socialiste aux élections européennes. Que fait Mitterrand? Il suscite contre lui une liste concurrente dirigée, devinez par qui? Bernard Tapie, homme de gauche s'il en est. Et cette liste Tapie, elle obtient 12% des voix. Ce qui fait que Rocard n'en obtient que 14%. Et c'est une manigance de Mitterrand. Vous voyez, où on a été réduit le pouvoir à cette époque. Et c'est à ce moment-là c'est un peu de ce moment-là que date le décrochage du peuple vis-à-vis de la politique. La politique, c'est le bébé de chou, finalement. C'est ça. C'est ce que les gens du peuple ont pensé. On ne va pas aller voter pour des guignols qui s'entretuent, c'est pas possible. Et donc, de l'idéal socialiste dont nous avons parlé longuement, il n'est rien resté. Le socialisme, c'est devenu un marqueur culturel. Voilà, c'est une orientation dans un certain nombre de thèmes dont je viens de parler, mais c'est un socialisme des bons sentiments, sans aucun projet politique. Aucun projet politique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce parti a été désavoué par les Français en 1993. Ils ont perdu les élections, il est tombé à 18% de 36% qu'il avait en 1988, de 258 sièges à 52. Ça a été une claque terrible. Mais, contre toute attente, rappelez-vous, le Parti socialiste gagne les élections de 1997. C'est surprenant, mais c'est aussi dû à ce qu'a été Chirac, et la politique de Chirac, qui avait promis monts et merveilles, il allait réduire la fracture sociale, moyennant quoi ça a été encore pire qu'avant. Alors les gens ont revoté à gauche, donc, à ce moment-là. C'était assez logique. Mais la gauche plurielle, c'est pas la gauche unie, comme ça l'avait été à d'autres périodes. C'est un agrégat de force où le Parti socialiste est hégémonique. Il avait 258 députés contre 37 au Parti communiste et 6 au Vert. Donc la gauche plurielle, c'est essentiellement le gouvernement socialiste. Moyennant quoi, quand même, Jospin sera le premier ministre de gauche qui a gouverné le plus longtemps. Il est resté 5 ans au pouvoir, ce qui est véritablement un record dans l'histoire politique de la France. Et son bilan n'est pas mauvais. Son bilan n'est pas mauvais. Il a repris du socialisme traditionnel le lointain idéal de la baisse du temps de travail, avec les 35 heures de Martine Aubry. Il a fait baisser le chômage, ce qui n'a pas été si fréquent dans l'histoire récente. Mais bon, à côté de ça, il s'est aliéné le monde enseignant, avec la politique brutale et méprisante de Claude Allègre. On se demande comment un homme comme Jospin a pu soutenir un type comme Claude Allègre, qui était animé par le ressentiment contre les enseignants, parce que lui-même pensait ne pas avoir été reconnu comme chercheur à sa juste valeur. Enfin, c'était épouvantable. On n'a jamais vu un ministre de l'Éducation nationale de ce genre. Ben, Jospin l'a couvert. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Et puis surtout, Jospin a avalé sans sourciller toutes les couleuvres de la politique de privatisation dictée par Bruxelles. Pensez, enfin, je crois que vous vous rappelez que ça a été jusqu'à privatiser l'annuaire téléphonique. C'est quand même ridicule. Il faut privatiser, c'est obligé, l'Europe le demande, on le fait. Donc, bien sûr que les gens ne sont pas idiots, se sont rendus compte que son droit d'inventaire, qui était une très belle idée, n'a été qu'un slogan. Il n'y a jamais eu de droit d'inventaire. Son manque de charisme a fait le reste. On ne peut pas lui reprocher, c'est comme ça. Et donc, il a été battu dès le premier tour aux élections présidentielles de 2002. Voilà. Et puis, il y a eu un dernier sursaut, ça a été l'élection de François Hollande en 2012. Mais alors ça, il semble bien que ça a été le chant du cygne du Parti socialiste. En fait, son élection, ça a été analysé assez suffisamment, il ne la doit qu'au rejet de Sarkozy. C'est le fameux discours sur l'homme normal, le président normal. Les Français en avaient tellement assez des guignolades de Sarkozy qu'ils ont voté pour Hollande, mais ce n'était pas pour des raisons politiques, parce que François Hollande n'avait aucun programme. Il a navigué, pendant tout son mandat, il a navigué à vue, sans aucun projet.
il a réussi à susciter une crise sur une question quand même marginale, concernant moins de 1% de la population, qui était le mariage pour tous. C'était une grave crise dans l'histoire du quinquennat. Et puis pour le reste, il n'a fait que favoriser le Front National en continuant, comme ses prédécesseurs, à désespérer les couches populaires. Et imaginaire, évidemment. Hein. Mais cette dénonciation d'un péril fasciste, c'est un fonds de commerce, hein, qui fait que vous avez une cohorte de procureurs dans les médias, un peu partout, qui sont chargés de veiller à la pureté des opinions, et toutes les phrases sont décortiquées, et s'il y a une phrase qui est suspectée de faire le jeu du Front National, ça c'est la formule bateau, stéréotype, oula, attention, là vous êtes en train de faire une critique, vous faites le jeu du Front National. Voilà ce qu'il en reste. Hein. La conséquence a été l'effondrement total du Parti socialiste. Hein. 6% pour Benoît Hamon en 2017, 1,7% pour Anne Hidalgo en 2022, et c'est comme ça que le Parti socialiste a rejoint le Parti communiste dans une quasi-disparition du paysage politique. Voilà le bilan. Alors, la place de ces organisations traditionnelles, elle a été prise en partie par un objet politique non identifié, qui est la France insoumise. Objet important, hein, puisque Mélenchon a fait presque 20% en 2017 et 22% en 2022. Pourquoi je dis non identifié? D'abord parce que, comme je disais tout à l'heure, Mélenchon vient du trotskisme, rallié à un mitterrandisme qu'il n'a jamais renié, c'est quand même curieux, et puis surtout non identifié parce que la France insoumise n'est pas un parti, mais une vague mouvance, hein, fondée sur la communication par Internet, avec un groupe dirigeant qui n'a pas de légitimité, puisqu'ils ont été élus par personne. Donc c'est un mouvement très très curieux. Alors dans un premier temps, moi j'ai pensé que c'était le courant révolutionnaire de la gauche, hein, qui renaissait, à la fois souverainiste et internationaliste, parce que moi je me rappelle, je sais pas si c'était en 2012 ou en 2017, les analyses de Jean-Luc Mélenchon sur l'Europe, la France, l'international, c'était quelque chose de très complexe, de très riche, et il réussissait à peu près à allier, à articuler les différents aspects de la culture de gauche. Mais ça a pratiquement disparu. Hein. Dans un second temps, je dirais que ce courant semble reproduire certains aspects du mitterrandisme, hein, c'est-à-dire l'égocentrisme du leader, qui cultive la provocation en permanence. Hein, ça devient intenable finalement, hein, pour beaucoup de militants insoumis aussi d'ailleurs. Hein. Un gauchisme culturel donc, qui est fondé sur un antifascisme hallucinatoire et sur une, je ne sais pas comment le qualifier, une islamophilie rampante, enfin on ne sait pas bien l'attitude de Mélenchon vis-à-vis de l'islamisme n'est pas claire. Et toutes ces choses sont reprises au fond du fonds de commerce du Parti socialiste mitterrandien. Et moi je pense que son avenir à la tête de la gauche paraît rien moins qu'assuré. Bon, on verra, hein. On verra ce que ça va donner, mais voilà, l'avenir est totalement obscur, qui n'a jamais été jusqu'à maintenant dans notre histoire politique. Hein. Il y a eu des choses complexes, mais quelque chose d'aussi étrange comme situation politique, on l'a jamais. Voilà, je vais conclure, si vous me permettez encore quelques minutes. Donc il y a toujours eu deux gauches. Hein. On peut les qualifier donc de différentes façons. Soit on peut dire une gauche modérée, je vous le disais tout à l'heure, hein, une gauche modérée qui est prête au compromis et aux accommodements, et une gauche radicale qui se veut intégralement fidèle à l'idéal. On peut dire aussi une gauche libérale qui partage avec une droite libérale l'attachement à la liberté comme étant la valeur suprême, et puis une gauche au contraire égalitariste, hein, pour laquelle l'égalité doit l'emporter sur les libertés individuelles. On peut dire aussi une gauche réformiste, hein, favorable à une évolution graduelle, hein, vers une société meilleure, et puis une gauche révolutionnaire, maximaliste, hein, qui veut refonder la société sur des bases nouvelles. Voilà cette opposition, hein, vous la retrouvez pendant les 2 siècles que j'ai évoqués dans ces 2 conférences. Girondins et Jacobins durant la Révolution française,
libéraux et républicains pendant la monarchie constitutionnelle, opportunistes et radicaux au début de la Troisième République, radicaux et socialistes au début du XXe siècle, socialistes et communistes à partir de 1920. Vous voyez, les noms changent, mais au fond, c'est toujours la même opposition qu'on retrouve. Hein. Alors, ces deux gauches, on l'a vu, elles ont été rarement unies plus de quelques mois, hein, dans des périodes d'illusions lyriques, hein, très enthousiasmantes, et qui restent souvent gravées dans les mémoires comme des instants de grâce. Mais en fait, la constante, c'est pas l'union, c'est la désunion des frères ennemis. La plupart du temps, la gauche modérée a gouverné seule, ou avec une partie de la droite, et la gauche radicale est restée cantonnée dans une opposition systématique. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler finalement de la gauche, hein? On en revient un peu au point de départ. Hein? On a vu tout le long de ce temps d'abord que la notion de la gauche, elle a mis très longtemps à s'imposer. Est-ce que le mot de la gauche, en substantif singulier, a un sens? Alors sociologiquement, non, parce que dans l'histoire, l'une a été plutôt bourgeoise, hein, l'autre plus populaire. Bon, mais aujourd'hui, comme les couches populaires ont déserté l'électorat de gauche, alors au fond, les deux gauches sont très bien rapprochées. Hein. Sociologiquement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les adhérents des Insoumis. Il y en a un peu, hein, mais c'est pas si net entre la France Insoumise et le Parti Socialiste ou les Verts. Les différences ne sont pas si nettes que ça. Hein. On est toujours dans le monde des métropoles mondialisées, avec des gens relativement instruits, éduqués, donc ils sont très proches en réalité. Et puis idéologiquement, surtout, il y a entre les deux gauches, ça je vous l'ai dit dès le début, une parenté profonde, c'est celle de la croyance en un sens de l'histoire, qui va dans le bon sens, c'est-à-dire une humanité fraternelle, une société plus libre et plus juste, un peuple réconcilié et heureux, et le progrès indéfini de la civilisation. Ce qui caractérise la gauche, eh ben, je crois avoir trouvé, c'est l'optimisme. Alors c'est un avantage pour elle, parce que le pessimisme, c'est toujours mal vu. C'est vrai, hein, on n'aime pas les pessimistes, hein, on préfère beaucoup les optimistes. Mais bon, c'est aussi un inconvénient, parce que l'optimisme, ça peut conduire à l'aveuglement. Regardez la situation de la planète, puisqu'on ne dit plus la Terre. Hein. Vous vous rappelez que ça ne s'appelle plus la Terre maintenant? Ça s'appelle la planète, je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, quand on voit la situation, on voit où nous a conduit l'optimisme du progressisme. Et le XXe siècle n'a été qu'un démenti à cette foi humaniste de la gauche. Les deux guerres mondiales, l'horreur du nazisme, l'horreur du stalinisme, les tentatives génocidaires en tout genre, en allant jusqu'aux Serbes de Bosnie ou aux Tutsis du Rwanda, les crises économiques à répétition, l'horreur technologique. Maintenant, on nous annonce l'intelligence artificielle, moi ça me fait une peur terrible, hein. L'égoïsme, puis l'égoïsme primordial de l'individu contemporain, l'effondrement de la culture. Après tout ça, on peut être optimiste? Ben, moi, je ne comprends pas. En tout cas, il semble que rien, jusqu'à maintenant, n'a entamé cet optimisme de la gauche. La gauche, c'est un peu la banane, il faut toujours avoir le sourire, quoi. Vous voyez ? Et à présent, en fait, le sens de l'histoire s'est inversé. Hein. Ce qu'on voit aujourd'hui avec la crise climatique, c'est une inversion du sens de l'histoire. Personne ne croit vraiment qu'on va vers un happy end de l'histoire humaine maintenant. Hein. C'est plutôt, au contraire, le catastrophisme. Hein. Alors, est-ce que la gauche peut survivre politiquement à ce qui semblait faire sa légitimité, c'est-à-dire représenter le sens de l'histoire? Ben, il faudrait peut-être pour ça qu'elle suive le conseil que donnait Gramsci, l'intellectuel communiste italien. Il disait « pessimisme de la pensée, optimisme de l'action ». Ou encore, il formulait aussi les choses un peu plus... Il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté. Voilà, moi c'est ce que je conclus de cette histoire.